Tu vois, on va dire, tu prends un peu de réincarnationnisme par là, tu prends un peu de, je sais pas, de Sainte Trinité par-ci, tu vas prendre quelques saints là où ça te fait plaisir. Tu vois, tu fais ta religion à la carte, quoi. Ouais, si t'aimes bien le zen, allez, tu rajoutes un peu de yoga dans le truc, tu vois, t'as l'impression de faire un peu d'hindouisme en même temps, de mélange entre l'hindouisme et le bouddhisme. Tu peux rajouter un peu de confucianisme, c'est sympa le confucianisme, tu vois. Et aujourd'hui, avec la mode, notamment depuis le 19e siècle, de partir en Inde, soit l'Asie, la Chine aussi a beaucoup fasciné. Oui, bien Hein. sûr. Oui. L'Inde surtout. L'orientalisme. Et oui. Et donc on peut, bon, du coup, créer une religion universelle comme ça, c'est un peu leur rêve, effectivement. Mais pour ça, ils ont encore du boulot. Parce que s'il y a un truc pour lequel les gens sont prêts à se battre des fois, enfin souvent même à tort, c'est leur religion, quoi. Moi, je fais pas de prosélytisme. C'est-à-dire ça a été conquérant, les religions. Moi, je pense que le monothéisme, par exemple, en tout cas l'islam et le christianisme, l'islamisme, comme on disait à l'époque, dans les textes, on parle des Mahométans, on parle de l'islamisme. À l'époque où il n'y avait pas des terroristes kamikazes comme ça, on n'avait pas peur de parler d'islamisme. Maintenant, on parle d'islam parce que l'islamisme, ça fait terroriste. Oui. Ou ça fait intégriste et ça fait mec dangereux. Ce qui est en plus un mot galvaudé, puisque... Mais à l'époque, on n'avait pas peur. Enfin, Oui. la question se posait pas, c'était l'islamisme. Donc pour moi, ces deux religions-là sont intrinsèquement mondialistes. Alors si je dis ça, je vais faire hurler autant les musulmans Que les catholiques. que les chrétiens. Tu te veux faire beaucoup Mais- d'habits, vas-y. Mais oui, mais il faut le dire. Il faut le dire. Mais en C'est-à-dire que, quoi elles sont mondialistes, vas-y. bah, déjà, il y a le côté prosélyte. Ah oui, d'accord. Ouais. Que si tu vas faire une croisade ou si simplement tu parles à ton voisin qui en a rien à foutre, tu lui dis pourquoi il faut qu'il se convertisse et pourquoi. Alors généralement ils ont un point de vue compatissant, dire ah le pauvre il connaît pas Dieu, il doit être malheureux, je vais l'aider. Ouais, C'est presque méprisant ça pour le gars. ouais. Bon, et ça c'est un discours qui m'a souvent choqué. Ouais. C'est un discours qu'on entend souvent. Et que les athées se prennent dans la gueule de plein fouet quoi. Ouais. Moi je suis croyant, donc mais pas prosélyte quoi. Mais je me mets à la place d'un athée, j'entends ce discours-là, mais le mec, je lui claque la porte au nez direct, je veux plus l'entendre, tu vois. Ça m'agresse, tu vois ce que je veux dire. Donc du prosélytisme, mais ce qui se comprend, hein, s'il n'y a plus d'adeptes, ça meurt, hein, donc il faut toujours que ça subsiste. Hein. Et là je parle des gens, je parle même pas de l'Église. Hein. Et, tu vois, il suffit que tu aies des gens individuellement qui vont faire les tournées. Bien sûr, tu vois, les témoins de Jéhovah, ils font pareil. Hein, bien sûr, mais ce discours-là, c'est un discours qu'on entend souvent. Les évangélistes sont pareils. Hein. Aux autres. Aujourd'hui, tu vas dans n'importe quel pays d'Extrême-Orient, tu as des communautés évangélistes très puissantes. Et elles sont implantées, financées. Bien sûr. Donc, oui, on ne peut pas nier. Puis en plus, si on prend l'islam, dans le cas de... je veux dire, c'est la Oumma. Ouais. La Oumma, c'est la communauté des croyants, on ne reconnaît pas les nations. C'est supranational, l'islam. T'es musulman ou tu l'es pas. Ou sinon, t'es un mécréant. Oui, c'est supranational. Je veux dire, ils s'en foutent des pays, les mecs. Ils ont créé un État islamique, là, récemment. Bon, ça fait un peu folklorique, mais enfin, les mecs, ils ont un État, ils sont contents. C'est pour singer les Juifs, à mon avis, qui voulaient leur État, les musulmans ont leur État. Je doute mais... sur l'origine vraiment musulmane oui, de ces gens, leur revendication. Ça encore à d'autres bien sûr, souvent. Mais tu vois ce que je veux dire, dans l'idée, même si l'idée était sincère, était pas hypocrite, ni rien, ça reste une fin mondialiste. Oui, il y a un côté supranational dans l'islam, c'est vrai. Puisque même dans la conquête musulmane, elle va conquérir tout un tas de civilisations très différentes. Le but, c'est que tu te convertisses. Sous la coupole de l'islam. Parce que tu connais pas Allah, donc t'es dans l'erreur. Et les catholiques disent pareil, tu es dans l'erreur. Moi, j'ai des mecs, ils ont réussi à me sortir. Un mec, je ne donnerai pas son nom, il a lu le bouquin en une nuit, ça m'a un peu étonné. Enfin, il a réussi à le lire en une nuit. Il m'a dit, mais c'est nul, à aucun moment tu dis que le Christ roi est le sauveur. Je sais plus ce qu'il disait. Qu'est-ce que t'as fait? C'est pas mon sujet, moi je fais pas de théologie, j'ai pas à expliquer ça aux gens. Je vais l'air de quoi, moi, si je dis ça? C'est n'importe quoi. Et il faut pas s'étonner qu'après, tu vas voir les gens, même tu fais de la politique, tu vas voir les gens, mais ils te claquent la porte au nez tout de suite. Hein. Et qu'est-ce que c'est que ce fou furieux? Tu vois, donc, le mondialisme progresse comment? Le mondialisme, il progresse, à mon avis, essentiellement par la culture. Mais après, il faut quand même des bases juridiques, étatiques, concrètes, quoi. Et donc ça, Pierre Hillard le détaille bien. Il faut une citoyenneté, généralement une monnaie. Ça permet vraiment de fusionner par la force. Tu mets une monnaie quelque part, tu mets des institutions. Là, il faut savoir, ils ont des parlements à peu près partout maintenant, des parlements transnationaux. Oui,
Ça se prépare. Alors, Ou continentaux ou j'ai transnationaux. appris qu'il y avait déjà une représentation de l'Union européenne auprès de la Chambre des représentants américains et qu'ils œuvraient à l'élaboration d'une chambre transatlantique. Mais ça existe sur des continents, par exemple, le continent sud-américain, ils ont, la plupart des pays de l'UNASUR et de l'ancien Mercosur ont leur parlement. Ouais. Je sais pas comment ils font, combien de députés ils envoient, si c'est proportionnel à la démographie du pays ou pas, ou je sais pas comment ils font, mais enfin, niveau technique, mais ça existe. Et ça existe aussi, je crois, pour l'Union africaine, en Afrique. Oui, l'UA, ouais. Alors, tous les pays n'y sont pas, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Mais c'est ce que voulait faire Kadhafi aussi, lui aussi. Oui, Kadhafi, un grand projet. Voulait faire ça. C'est ce qu'a fait Poutine, dans une certaine mesure, avec, je ne sais plus le nom, là. Ah oui, son projet Eurasie avec le Kazakhstan. Avec la communauté... je crois que ça s'appelait la CEU, je ne sais plus... Non, oui, CEU, voilà. non, CEU, c'était la communauté des indépendants, mais... Oui, C'était un nom qui ressemblait à ça. Ça ressemble. Ah, c'est dans le bouquin, je me rappelle plus de l'acronyme. Ça ressemble, mais... il fait moins une zone de libre-échange supranationale. C'est ça. Mot d'ailleurs qui fait typeter aussi. Pour la Russie, à la limite, ça se comprend. C'est l'ancien empire soviétique, s'ils reprennent les satellites un peu, surtout les déçus du libéralisme, ils peuvent retourner dans le giron russe. Ils sont russophones, certains, c'est pas déconnant. Oui. Bon, il y a un problème avec l'Ukraine actuellement, mais il y a toujours une partie qui parle ukrainien, l'autre russophone, il y a toujours une partie russophone dans le tas. C'est pas déconnant qu'un pays aussi grand, qu'un continent quasiment, fasse ça. Ouais. Mais c'est pas pour ça que nous, nos petits États-nations de 65 millions de personnes, doivent l'accepter. Il faut voir l'échelle, quoi. C'est comme les États-Unis. Ils n'ont pas d'histoire, les États-Unis. Nous, on a 36 000 communes. Eux, ils ont une grosse ville, 100 km de désert, une grosse ville. La géographie n'est pas la même. Et même au niveau européen, tu prends les Hollandais, la géographie des Pays-Bas, c'est pas le territoire français, quoi. C'est pour ça que moi aussi, un truc que je reproche beaucoup aux mondialistes, mais aussi aux nationalistes, aux prétendus tels, c'est de ne pas respecter finalement leur propre spécificité nationale. Ils vont chercher des modèles étrangers. Ah bah il nous faudrait un Poutine, il nous faudrait un Chavez, il nous faudrait copier le modèle suisse, copier le modèle briton, les Anglais, je sais pas. Non. On a des spécificités géographiques et historiques, surtout en France. Il suffit de les respecter. On n'a pas inventé un nouveau truc, quoi. Tu vois. Donc que les nationalistes en soient arrivés à aller chercher des modèles extra-nationaux, moi ça m'a toujours dépassé, ça. Ou alors à se mettre à chanter des chants allemands, tu vois. Moi j'aime bien les chants allemands, hein, mais il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Alors on me dit, c'est vrai en plus, pourquoi dans l'Union Européenne on parle anglais alors que l'Angleterre c'est uniquement un pays sur 27 ? Bon bah mais ça c'est très intéressant parce qu'avant la langue internationale de diplomatie, notamment à l'ONU, était le français. C'était le français, ouais. Et ça a glissé vers l'anglais qui est une langue... Bon, l'anglais c'est pareil, on parle d'un anglais mauvais, d'un anglais... c'est pas Shakespeare, oui. C'est un anglais affadi. Mais c'est quand même l'anglais parce que en France, c'est la nuance. Il y a un vocabulaire très large et c'est pour ça que c'était la langue de la diplomatie avant, même jusqu'en Russie, hein. On ne parle même pas de Joseph de Maistre, mais le mec était... Bon, mais c'était une langue très riche, et donc il y avait plein de nuances possibles. L'anglais, c'est beaucoup plus binaire. Et ça correspond à l'époque. Moi, quand je passe mon temps, je suis comme Alain de Benoît, à critiquer le manichéisme. C'est pas binaire, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Jamais. Et c'est ce que je me tue à dire depuis le début de l'émission, j'espère que c'est compris. Je le dis là, mais j'aurais pas dû, enfin normalement c'est pas nécessaire si on écoute bien. C'est pareil pour ça. Là ils ont voulu imposer le modèle binaire, c'est comme l'informatique. Tu vois, l'électronique c'est 0 ou 1, le courant il passe ou il passe pas. Il s'arrête pas entre les deux, s'il s'arrête entre les deux, il passe pas. C'est tout. T'as pas de 0,99, c'est 0 ou 1, tu vois. Ton 0,1 ou 0,9 ça fait 0, toujours pareil. Donc, d'ailleurs c'est intéressant aussi de noter la technique. Parce que la technique, je parlais de la démocratie, en disant qu'elle n'était pas neutre intrinsèquement, qu'elle était collectiviste, elle s'impose, elle grandit de plus en plus. Avec le temps, tu auras de plus en plus de lois. C'est pareil, c'est Martin Heidegger, le grand philosophe Heidegger, qui disait « la technique n'est pas neutre ». Ceux qui voient la technique comme quelque chose de neutre, ils se la prennent en retour de boomerang, un truc de dingue, quoi. La technique n'est pas neutre, la démocratie n'est pas neutre. Et ben, le fait qu'on prenne l'anglais, qui est une langue binaire, et qu'on prenne et que la technique elle-même
tous nos process reposent dessus. Tu vois, je dis process, c'est un mot anglais. Parce qu'on dit comme ça. En français, on dit un process. Tu vois, tu es en entreprise, tu fais des process. Et aujourd'hui, tu vas dans une banque ou tu vas dans l'administration, il faut remplir un formulaire, faire un truc, on te dit c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que le système, il marche pas comme ça. C'est-à-dire que au lieu de plier la technique à nos besoins et à notre cahier des charges, en fait, c'est ça, on a soumis le cahier des charges, on l'a tordu pour qu'il corresponde à la technique. Alors qu'en technique, on peut faire ce qu'on veut. Dire, on envoie des fusées, on envoie des satellites partout. Pas me dire qu'on peut pas mettre en place un truc simple pour avoir un formulaire, quoi. Je veux dire, pour n'importe quelle procédure administrative. Eh ben non, tu auras un problème. C'est vraiment une mentalité. On parle de l'inversion des valeurs, mais ça commence comme ça. Moi, j'ai pas assez insisté jusqu'à présent, mais la technique, le mondialisme, c'est trop de technique, quoi, aussi. C'est pour ça que moi, je lis les deux parce que ça va de pair. Ça va de pair. D'ailleurs, quand on parle de paradigme, on pense à une matrice. C'est un mot qui revient, tu l'as dit tout à l'heure. Eh ben, la matrice, c'est un mot technique, ça. C'est un mot technologique, la matrice. Tout à fait. Donc, il y a déjà une technologie. C'est-à-dire que la technologie qui supporte la matrice, c'est la matrice. Et Marshall McLuhan, que je citais pour d'autres travaux, donc le grand sociologue et expert en communication, disait « Le messager, c'est le médium. » Non, le message, c'est le médium. C'est-à-dire, le messager et le message ne font qu'un. C'est la même chose quand Heidegger dit que la technique n'est pas neutre. C'est-à-dire que son principe est compris dedans. Et le mondialisme, il y a ce côté-là, je pense. D'ailleurs, on le voit, c'est de tout contrôler. C'est Big Brother, c'est-à-dire c'est orwellien. Même je parle du Front National, mais on a un parti d'opposition, qu'est-ce qu'il préconise, par exemple ? De foutre des caméras de surveillance partout, quoi. Pour lutter contre l'insécurité. C'est ça la réponse du Front National, c'est-à-dire que vraiment, ils veulent tous nous foutre dans la machine, quoi. Tu vois, moi je dis l'ennemi principal, c'est la machine. Et ça le sera de plus en plus. On le voit avec le développement, et puis l'accoutumance par les films, et tout ce qu'on veut, et puis la culture de manière au sens large, mais aux robots, aux zombies, aux mutants. C'est le transhumanisme, là. Mais on y vient, là. Oui, on va jusque-là, mais même on n'a même plus besoin des humains, quoi. Oui. C'est la logique de dépopulation. De toute façon, écologiquement, on ne tiendra pas. Il faut réduire à 500 millions, voire 50 millions de personnes. Ce que nous explique Attali, une Oui, fois qu'on ne sert plus à rien, on va peut-être... c'est ça, c'est-à-dire que l'humain devient le danger, quoi. Le problème pour les écologistes aujourd'hui, c'est l'homme. L'homme est un parasite. Donc, et on peut remplacer par des robots. Il y a encore, je parle souvent des Schtroumpfs, il y a encore un épisode, un des albums des Schtroumpfs sur les robots. Ils font des robots. Et ils font tout pour eux. Ça se termine pas bien. Et tous les scénarios de science-fiction se terminent mal. Généralement, à la fin, le robot maîtrise l'homme. Parce que là où ça devient dangereux, c'est quand les robots communiquent entre eux. Quand ils se mettent à se coordonner, bah là, ils t'écrasent. Déjà, maintenant, même Kasparov n'est plus capable de battre un seul ordinateur aux échecs. Ils sont trop puissants, les mecs. Enfin, les machines sont trop fortes. Si en plus, elles se coordonnent entre elles, et là, en 5 minutes, elles prennent le contrôle de la Terre. Je veux dire. Donc, le danger, pour moi, le principal ennemi qu'il faut voir dans une matrice de fond, c'est ça. C'est la surtechnologie. C'est bien la technologie pour aider, pour nous alléger les charges physiques ou... Tant qu'elle reste au service de l'homme, quoi. Ou quand quelque chose est long à faire et fastidieux, bah, tu vas le faire automatiquement, c'est bien. Mais quand c'est l'homme qui est changé ou qui est singé, tu vois, on revient à cette histoire de singe. Bah, le zombie, le robot, tu vois, on lui met 2 bras, il a une tête, enfin, il ressemble. Il n'a pas besoin d'avoir ça. Ouais. Mais il peut mettre la caméra au niveau du genou s'il veut, mais non, elle sera là, la caméra, c'est pour singer l'homme. Et ça a été dénoncé très tôt par Bernanos. Bernanos, La France contre les robots, Philippe Muret, même Céline parlait de ça. Heidegger en parle avec le Gestell. Le Gestell, dans la philosophie d'Heidegger, c'est la machine qui devient un monstre incontrôlable et qui bouffe tout. Il y a plein d'exemples comme ça. On me demande, est-ce que tu considères que la Turquie comme un pays européen ? Mais qu'est-ce qu'elle a d'européen, la Turquie ? Non, bien sûr que non. Non. C'est pas une insulte, d'ailleurs. Non. Oui, parce qu'on a le droit de ne pas être européen. Je veux dire, non, mais les Turcs, pour moi, c'était ça l'est moins aujourd'hui, mais c'était une grande puissance, c'était un grand pays. Mais moi, je suis pas dans une optique encore une fois, ni d'ingérence, ni d'agressivité à l'égard des autres, et de respect des cultures.
mais à condition que ces cultures ne soient pas mélangées, ou les Turcs, de toute façon, quel Turc aujourd'hui dit, évidemment, si c'est pour toucher du pognon, ils vont dire on va aller dans l'Union Européenne, mais autrement, quel intérêt? Et qu'est-ce que c'est là? Je suis même pas sûr que s'ils font un référendum, ils aient les gens avec eux. Hein. Oui. S'ils rentrent, c'est par le haut, c'est pas par le bas. On me dit, vous confondez tout, il y a l'Union Européenne, il y a l'Europe, il y a l'Occident ancien, il y a l'Occident Non, actuel. mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que je confonds pas. C'est pour ça que moi, je passe mon temps, depuis tout à l'heure, à dire que je suis européen. C'est bien pour ne pas avoir à dire. C'est bien parce que je fais pas l'amalgame entre européistes et européens. Parce que sinon, dès que tu parles, moi ça m'est arrivé souvent, dès que tu dis je suis européen, je le fais exprès. On te dit ah mais alors t'es européiste, Ouais, t'es plus ou moins pour une intégration européenne. Mais vous avez, tu vois, là encore, c'est un truc binaire. Non, on peut être européen sans vouloir que toute l'Europe, tous les pays en Europe et tous les citoyens européens fassent la même chose, parlent la même langue. De toute façon, ça sera pas le cas, bouffent la même chose. Moi, je veux pas bouffer comme les Anglais, je le dis tout de suite. Hein. Moi non Non, plus. ma gastronomie, elle est française. Qui se gardent leur gastronomie, ça, je suis bien d'accord. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Oui, il y a eu des Celtes en Turquie, oui. Oh, bon. Non mais les gens ont été partout, je veux dire, il faut rester sérieux, évidemment. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Alors attends, il faut que j'arrive à remonter. Ce qui m'agace quand on fait partie de l'Europe, alors quand on va chercher des clopes moins chères dans les pays voisins de l'Europe, on n'est pas libre d'en prendre plus d'une cartouche et demie. Oui, bon bah ça... Et ça, c'est des règlements, voilà, bon, les gens... De toute façon, il faut savoir que sur ces produits-là, il y a des taxes. Alors évidemment, ils aiment pas trop que Ils aiment pas trop que tu... Parce que les sous, ils vont aller pour l'autre État, et l'État d'où tu viens, il Mais aura ils sont rien. en train de se faire avoir à leurs propres règles, puisque il semble que même pour les cigarettes, ils vont être obligés de libéraliser, puisque ce serait une entrave. Oui, Donc, bah, bien j'ai vu sûr, que, bien sûr. Il y avait un règlement, je crois qu'il est passé, maintenant il n'y a plus de limitation quand tu vas acheter des cigarettes à l'étranger. Je fume pas, je sais pas, Bon, mais, bah, voilà. mais n'empêche, il me mais semble oui, que- mais c'est pas ouais, étonnant, et c'est ouais. pareil pour le carburant. Oui, parce qu'à cause de cette fameuse règle du libre-échange absolu. Mais attention, le libre-échange, Enfin, dans, libre-échange. le libre-échange dans une zone, au sens de Ricardo, dans une zone homogène, économiquement et socialement, où les salaires sont à peu près les mêmes, ça peut marcher. Ça peut marcher. Il n'y a ouais, pas de c'est problème. ça. C'était le principe du traité de Rome. C'est-à-dire, on se protège à l'extérieur et on enlève les différences. Voilà, les barrières douanières à l'intérieur. à on va dire, l'intérieur. ouais. Mais le problème, c'est que c'est pas ça aujourd'hui. C'est ce que je disais avec les. C'est pour ça que je disais l'Europe, elle est américaine. C'est parce que c'est les États-Unis qui tirent leur épingle du jeu en nous inondant de produits dont on ne veut pas, dont normalement on ne devrait pas vouloir, mais on est obligé de les accepter. Sinon, on a des amendes. Parce que ça respecte pas le droit. Je veux dire, c'est complètement fou. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de la souveraineté qui était en dessous de l'Union européenne, au niveau national, au niveau des autorités indépendantes. Ça peut être aussi des... J'ai pas beaucoup parlé parce que je sais que tout le monde en parle déjà beaucoup, mais des cercles privés, ou des cercles occultes. Hein, Bilderberg, CFR, etc. Non, mais le reste, c'est au niveau mondial. Mais le siècle au niveau français, ou d'autres instituts comme ça, bon, il y en a plein. Ou certaines loges particulières. Au niveau local, hein, par exemple sur une ville, ou dans une chambre de commerce et d'industrie de telle ville, au niveau municipal, tu vas retrouver les mêmes. Là, c'est un truc local, c'est pas des mecs qui ont des ramifications avec la loge écossaise de l'Angleterre ou je ne sais quoi. C'est un truc purement local. Mais tu as aussi tout ce qui est au-dessus. Donc au-dessus, c'est des accords internationaux qui peuvent vite devenir là aussi mondialistes. On peut penser à... Moi, je pense beaucoup à l'OCDE, à l'UNESCO. L'UNESCO qui est sous l'ONU, en fait, hein, qui appartient à c'est l'ONU. une agence de l'ONU. Donc l'ONU au sens large, on peut dire. Il y avait le FMI qu'on peut mettre de côté. Bon, l'OMC qui dépasse le cadre européen. Hein, avant, c'était le GATT. Je crois que c'est devenu l'OMC en 1994. Entre les deux, ils ont essayé de faire l'AMI, qui revient en fait plus ou moins sous la forme du TTIP. C'est-à-dire que le marché transatlantique, je crois que c'est assez semblable à ce qui était proposé par l'AMI, à l'époque, AMI, qui était un traité qui n'a pas marché en fait, parce qu'il était dévoilé trop vite. Il était tellement grave que les politiciens l'ont remis sous le tapis tout de suite en disant on commence déjà à en parler, c'est foutu. C'était trop flag. Mais c'était un truc très dangereux. Et la plupart de ces propositions de l'époque, bon, évidemment là c'est amplifié, mais reviennent sous cette forme-là. Entre autres, c'est un petit pourcentage. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit encore Est-ce que Jean-Yves a vu la série Animatrice? Parce que justement, en tant que robot singe d'homme,
c'est ce qui nous respecte. Et justement, dans un des épisodes de Animatrix, à la fin, les robots s'incarnent en insectes car ils méprisent l'homme. Oui, mais non, je regarde très peu, mais la télévision, je connais pas. Je connaissais deux noms. J'ai jamais regardé. Je crois qu'on me l'a déjà conseillé. Mais bon, j'ai pas le temps de faire ça. Oui, mais on en trouvera plein des trucs comme ça, c'est sûr. Après, au niveau culturel, c'est dire la propagande est telle que chacun aura sa référence, aura son. Ou même les livres de science-fiction. Hein. Quand on parle de Matrice, on pense au film Matrix de 99. Mais en fait, la Matrice, on la retrouve dans des romans, dans les romans de Philip K. Dick. Philip K. Dick, donc un grand écrivain de science-fiction de, je sais plus quelle année que c'est, 64 je crois, Ubik, et dans le roman de William Gibson, le Neuromancien, qui est de 84 je crois. D'accord. On retrouve déjà la Matrice. Et après les frères machin là qui ont fait Matrix. Mais qu'on fait leur film. Donc chacun, et puis si on parle, moi évidemment je ne peux qu'encourager à chaque fois, mais je crois que le docteur Hillard le fait mieux que moi, parce qu'il est plus écouté que moi, à lire les écrivains britanniques qui ont soit dénoncé, soit comme Orwell, soit relayé comme Wells. Ouais, George Wells, Wells. mais qui a fait des trucs. Moi j'adore Wells. Hein. Donc c'est Orwell, Huxley et Wells. Donc c'est 84. Plus tous les autres écrits, parce que Orwell, il n'y a pas que des romans. Orwell, il a beaucoup écrit des essais sur la manipulation, sur toutes ces choses-là, la communication qu'il faut lire. Huxley, pour Le meilleur des mondes. Et puis Wells. Wells, moi j'ai adoré l'île du docteur Moreau, où il fait des hybrides avec des animaux, enfin, c'est marrant. Mais le pire, je pense, traduit en français, c'est la machine à voyager dans le temps. Je sais pas si tu l'as lu. Non, je me souviens. Mais... Où il explique, en fait c'est un roman, mais c'est quasiment c'est un développement philosophique, c'est une description d'une société, ils voyagent dans le temps, du futur. Et en gros, les mecs sont à l'état de larves, au niveau physique, ils sont plus que des purs esprits, quelque part. Et tous indifférenciés, du coup. Et c'est nous, quoi, c'est le futur. Le futur tel que lui le voyait, mais avec espérance. Parce que là, c'est extatique, quoi. C'est le bonheur suprême. Il y a Eugène Zamiatine, qui précède Orwell, je crois que c'est 1922, donc, avant Orwell, dans un roman qui s'appelle Nous autres, qui est le premier aussi à parler d'une société totalitaire où il n'y a pas de guerre, il n'y a rien, tout se passe bien, où les gens sont dans un monde idéal, où toute leur vie est planifiée, le temps n'existe plus. Le temps n'existe plus parce que c'est pas l'heure un tel, 10h30, 11h, c'est l'heure de faire telle chose, et ensuite l'heure de se coucher, l'heure d'aller au pieu. Il y a un moment, dans la journée, il y a une heure dans la journée, donc un 24e du temps, ils n'ont pas réussi à le combler, donc ils laissent quartier libre aux gens à cette heure-là. Ils font ce qu'ils veulent à condition d'être dans leur appartement, je crois. Enfin, il y a quand même certaines conditions, tu vois. Ils peuvent bouquiner ou s'endormir une heure plus tôt, en gros, j'exagère un peu, c'est ça. Mais, donc, tu vois, une société vraiment totalitaire, mais gentille. Tu vois, t'entends pas le bruit des bottes, c'est le mondialisme soft. Mais c'est le totalitarisme. C'est pour ça que le mondialisme et le totalitarisme, pour moi, c'est presque des synonymes. Parce que tu ne peux pas, déjà au moins dans un sens, parce que tu ne peux pas avoir une société mondiale, mondialiste, sans totalitarisme. Si tu t'appuies pas sur le totalitarisme, ça marche pas. Parce que les gens se rebellent. Ou ils essayent, ils peuvent ne pas le pouvoir physiquement, matériellement, mais ils vont même s'ils se plient au truc, ils vont le faire de mauvais gré, tu vois. C'est comme les camps de déportés, de prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient employés à travailler sur des machines pour le matériel allemand. Oui. Mais tous les reportages, les témoignages des mecs qui étaient dans les camps, ils t'expliquent que quand le garde passait, il fallait qu'il fasse mine de bosser, mais ils auraient pu bosser 20 fois plus vite, quoi, s'ils avaient voulu. Hein. Mais ils freinaient 20 fois, tu vois. T'imagines un truc que tu fais en une minute, tu vas le faire en 20, quoi. C'est-à-dire, tu prends des heures de travail là-dessus. Le boulot n'avance pas, clairement, quoi. Et donc ils freinaient, tu vois. Tu vas pas faire du zèle quand t'es prisonnier, hein, ça c'est évident. Hein. Alors, on me dit quoi encore? Parce que là, je vais prendre les dernières questions. Oui, Carlito Brigante, oui, je sais pas. Je peux pas remonter. Alors, j'indique au métanote parce que. Ah, d'accord. Parce que je vois pas son. Je l'ai pas.
Il y a la régie qui donne des instructions. Ouais, bah, mais bon, ça marche pas. Même en actualisant, je sais pas. Bon, on a perdu. Forget it. Donc attends, je vais voir une autre question. Quoi? Oui, ça marche pas. Tu le vois. Ah oui, je confirme, il n'y a rien sur Il n'y a, il y a pas de- rien. il y a rien Voilà. du tout. Et là, on en a carrément perdu le peu qu'on voyait. Voilà, là maintenant on voit même plus rien du tout. Donc, Je vois même pas. Il y avait une question de Benny, apparemment il a posé 20 fois. il y avait mais quelques bon, petits trucs c'est alors, ce qui veut rien dire, des fois les que questions. j'avais prévu peut-être de dire. Ouais. Non, bah, j'ai pas accès à ce fameux chat question. Bah, les petits bugs, voilà. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que oui, il y a des petits bugs des fois sur le chat, donc je peux pas remonter, par exemple, dans les questions. Alors, si la question elle a été posée tout à l'heure, bah, Ah oui, oui. tant pis, désolé, on peut pas la voir. Voilà. Donc, qu'est-ce que juste, voilà, il y avait une Ah oui, alors oui, oui, je te coupe. Ouais. Il y avait une question tout à l'heure quand même sur ce que je proposais. Ouais. J'ai pas répondu, mais moi je propose déjà de se réveiller, de réveiller les gens. Moi je disais les 3 maîtres mots à la fin de Résistance et Tradition, donc le deuxième bouquin, c'était s'informer, informer et assumer. Donc j'explique vite fait, s'informer, bon, c'est la base, mais s'informer intelligemment. C'est-à-dire ne pas tout puiser à une seule source. Parce qu'on peut tourner en rond, hein. Et plus tu lis des trucs qui vont dans le même sens, plus tu es d'accord avec toi-même, et plus tu sectarises. Donc faut ouvrir, hein, il faut pas avoir une seule source, ou bien des sources trop Ouais, concordantes. ouais. Parce que tu as plein de militants, ils sont monomaniaques après. Alors ça peut être sur tel ou tel sujet, mais peu importe, une fois que tu es monomaniaque, t'en sors plus. C'est compliqué. Donc le plus large possible. Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire intelligence? L'intelligence, les Anglais, l'intelligence, le mot intelligence, ça veut dire information. Tu vois, Oui. la CIA par exemple. Central Intelligence Agency. C'est donc l'information, c'est l'intelligence. En fait, ça veut dire pourquoi c'est ça? Parce que c'est pas tellement l'information brute. Hein, le FBI, la CIA, les services comme ça, ils recueillent avant de l'information, ils ont du matériel. Et après, il faut faire des liens entre ces informations. Donc le but du cerveau humain, normalement, c'est quand tu es intelligent, le mec le plus intelligent, qui est plus intelligent qu'un autre, en tout cas, il va faire plus de liens à partir des mêmes informations de base qu'un autre. Et plus tu es intelligent, plus tu arrives à faire de liens. Il ne faut pas voir des liens là où il n'y en a pas. Il y a beaucoup, c'est pour ça que le complotisme, souvent, il n'y en a pas besoin. Parce que les choses sont telles que il y a du mimétisme, il y a plein d'explications qui font que de toute façon, une fois que le mouvement est initié, il est automatique, quoi. Ça ne s'arrête plus, tu vois, c'est le mouvement perpétuel. Si tu fais rien, tu n'as plus besoin de rien faire. Donc il n'y a plus de complot derrière. Une fois que c'est initié, ça part. Donc faut pas forcer les choses, c'est souvent pas la peine. Donc bon, l'intelligence, donc faire des liens entre les informations, donc s'informer intelligemment. Ensuite, informer les autres, parce que si tu gardes l'information pour toi, ça sert à rien. Ça peut être prêter un bouquin à quelqu'un, offrir un bouquin à quelqu'un, envoyer des liens vidéo. Je sais que moi je fais ça aussi parce que les gens maintenant ne lisent plus, ils veulent des liens vidéo. Mais je vais dire un truc, hein, les vidéos c'est bien pour compléter une information, pour avoir des pistes supplémentaires, mais ça remplacera jamais la lecture. Parce que quand tu lis, quand tu passes 7 ou 8 heures sur un bouquin ou plus, où tu vérifies certaines informations, où tu vas retenir. La vidéo, le mec il a parlé de plein de sujets, tu t'en souviendras pas demain. Il y a un truc qui t'a marqué, tu vas t'en souvenir 15 jours et c'est tout. Donc il ne faut pas bombarder les gens de liens vidéo, c'est ça que je veux dire. Donc, il faut les inciter à lire, ou au moins à réfléchir par eux-mêmes, c'est pas évident quand on part de zéro. Et puis surtout assumer, sinon ça sert à rien derrière. Moi là je mets mon visage, je mets pas un masque, je mets mon nom sur le bouquin, il y en a qui font des jeux de mots plus ou moins drôles avec mon nom, mais c'est mon vrai nom. Hein. Bon. C'est un peu antisémite. Exactement, tu vois ce que je veux dire. Bon. Donc il faut assumer ses idées, il n'y a pas de honte. C'est-à-dire, si les Français ne défendent pas la France, personne ne va le faire à leur place. Personne. Hein. Donc moi je dis souvent aussi, on ne pourra pas libérer la France, parce qu'en fait c'est ça, il y a une occupation mondialiste, d'origine étrangère en fait, hein, qui veut prendre possession du pays, qu'il a déjà pour une partie pris le contrôle. C'est pas irrémédiable, hein, mais c'est pas irréversible, mais il faut résister. Et on ne pourra pas déjà libérer la France sans libérer la parole. Je sais qu'il y en a beaucoup qui essaient de jouer en disant on va pas se diaboliser de trop, on va parler de rien. Mais la liberté d'expression, c'est pas... Aujourd'hui, c'est comme ça pour le système. La liberté d'expression pour le système, c'est de dire comme le système. Là, tu peux t'exprimer autant que tu veux si tu n'as rien à dire. Mais dès que tu vas vouloir dire un truc, attention, tu vas blesser quelqu'un, donc faut pas le dire. Eh ben non.
pas blesser les gens exprès, c'est ridicule. S'en prendre systématiquement aux croyants, ou aux athées, ou aux socialistes, ou aux communistes, c'est pas gentil. Ça. Ou pire, c'est quand tu cibles une certaine personne en particulier qui s'en prend plein la tronche, au bout d'un moment, ça, c'est pas gentil pour elle. Bon, mais il faut quand même dire les choses. Donc on peut les dire calmement, on peut les dire sans haine. Moi, j'ai de haine pour personne, honnêtement. On dit, vous êtes la haine, vous sointez la haine, c'est vraiment dire, c'est tellement, ça devient drôle, quoi. Bon, moi, j'ai pas de haine, mais c'est pas pour ça qu'on va laisser le pays dans l'état où il est. On va faire quelque chose. Donc on fait ce qu'on peut. Et chacun à son niveau, c'est pas la peine. On ne peut pas demander à chacun d'écrire des livres, parce que de toute façon on ne pourrait pas tous les lire. On ne peut pas demander à... c'est comme dans une armée, quoi. Il y a des techniciens, il y a le mec qui va au front, il y a le mec qui est derrière, il y a les infirmières, enfin, il y a les mecs qui font du renseignement, la diplomatie, de la communication, un peu, tu vois. Il faut de tout. Là c'est pareil, mais on a besoin de troupes encore. Hein. Et donc il ne faut pas cacher ses idées, il ne faut pas avoir peur de dire qu'on est patriote français, c'est pas un gros mot quand même. Je ne demande pas aux gens de dire qu'ils sont... c'est pas fascisme, moi je suis même pas fasciste moi-même, c'est pas pour inciter les autres à le dire, mais tu vois, pourtant je suis rexiste au sens de Grelle. Là aussi c'est passéiste. Tu vois, si je dis ça, ça n'a pas de sens, il faudrait aussi expliquer pourquoi, voir comment ça se réactualise. Tu vois, limite je me fais plaisir quand je dis ça, ça sert à rien, c'est juste parce qu'il y a des références qui peuvent être utiles. Même historiquement, tu vois, quand j'ai expliqué que Léon de Grelle s'était battu contre Paul Van Zeeland et Paul-Henri Spaak avant-guerre dans les années 30, donc on ne parlait pas de guerre, hein, et qui se sont retrouvés, qui étaient déjà des pontes, un Premier ministre plusieurs fois, qui se sont retrouvés en 1954 cofondateurs principaux du Bilderberg. Tu vois, c'est pas une coïncidence, et on voit que De Grelle était déjà dans le bon, donc c'est aussi pour ça que je parle de ça. Sinon De Grelle n'aurait presque pas d'intérêt. Mais lui-même s'est battu contre ceux qu'il a surnommés dès le début les banksters. Donc c'est quand même quelqu'un qu'il faut connaître, à mon avis. C'est pour ça que j'en parle, parce que j'en parle beaucoup parce qu'il n'est pas connu. Il y en a d'autres qui feraient le travail pour moi. C'est pas une obsession, c'est ça que je veux dire. Donc de manière générale, il faut essayer de diversifier, mais d'assumer quand même, en disant non, on défendra la France, on défendra les valeurs françaises, la liberté des gens. On se bat, c'est avant tout, c'est pas simplement pour une idée. Il y a une idée, évidemment, presque une métaphysique de la France, mais c'est aussi charnel. C'est quand on voit le paysage français. Quand je parlais des machines, de l'invasion des machines, mais c'est aussi une invasion... il y a une pollution terrible, une pollution auditive, une pollution visuelle. Vous voyez des pancartes, des publicités dans tous les sens. Même pas il y en a un qui parle de pornographie, mais même sans ça, mais des affichages partout, on ne voit plus rien, les autoroutes... qui ont coupé la France, on peut pas voir. Maintenant, même si on monte partout dans une montagne, dans les Vosges ou quoi, tu vas finir par... Tu vois comme un bout d'autoroute, t'entends les voitures qui passent. Bon, c'est bien d'avoir des axes routiers, mais enfin... on va pas raser le pays, on va pas foutre du bitume partout, quoi. Je veux dire, on est content de se déplacer vite. Bah écoute, merci beaucoup. Alors je regarde. Oui, il y a un pavé là. Oula, oui, c'est un grand pavé. Les dangers de la nucléarisation de l'Iran, c'est le thème du discours que doit prononcer Benjamin Netanyahou. Là. Je vois pas le rapport, mais enfin un peu. Moi non plus, mais bon, c'est pas grave. Si, un petit peu peut-être pour nous parler de lobby sioniste. Du lobby sioniste. Voilà. Donc bon, moi je dis je suis français. Hein, Voilà. Je réponds ça aux sionistes ou aux anti-sionistes, je leur dis je suis français. Voilà, nous on a déjà eu des histoires sur ça, mais en tout cas merci beaucoup Jean-Yves d'être venu. Merci à la régie, merci à tous ceux qui sont connectés, le Télico, les Réco, le Buraliste. Ils ont des noms marrants. Oui, Liberty, Yaki, Nasdili, Hemington, Monsieur Beurre de Micelle. Bon voilà, il y a un peu de tout, Xarandre, il y a Benibab, il y a Carlito Brigante, voilà. Donc je rappelle quand même, le livre est fait pour être accessible à tout le monde, c'est-à-dire les gens qui... Normalement moi je l'avais fait pour que les gens qui ne sont pas sensibilisés, parce que là il y en a beaucoup qui parlent tous de sujets, on voit qu'ils connaissent déjà. C'est vraiment fait pour des gens qui ne connaissent pas le paradigme mondialiste, c'est pour ça qu'à la fin vous retrouvez même le dictionnaire des acronymes qui sont utilisés, et puis les personnalités. Donc on ne sait pas qui est quelqu'un, je ne vais pas mettre des notes de bas de page à chaque fois, il y en a déjà 300, c'est beaucoup sur 300 pages. Hein. Donc c'est pour rendre la lecture plus fluide, mais du coup, on voit, des fois il y a une dizaine de lignes, une demi-douzaine de lignes sur chaque personnalité citée, pour savoir d'où est-ce qu'il vient, quels sont ses titres, quels sont les groupes auxquels il appartient, les groupes occultes, pour remettre un peu ou les groupes discrets.
une sorte de résumé du CV, quoi, Voilà, par rapport à... une par bonne rapport- synthèse, voilà. je pense, ouais. Et donc c'est vraiment fait, bon, c'est plus qu'une introduction, mais c'est le livre idéal pour commencer. Et comme moi je cite toutes mes sources, il y a beaucoup de références, et après on peut partir étudier plus précisément le sujet qu'on veut. Alors sachant que le deuxième bouquin c'est la tradition plutôt, mais c'est pas obligatoire. Moi je suis pas traditionnaliste. J'explique ce qu'est la tradition, mais je peux pas. Si je me prétendais traditionnaliste, je serais un très mauvais traditionnaliste. Mais je pense que c'est une grille de lecture importante. Et je rebondis juste une dernière minute pour dire aussi que on m'a souvent dit, par exemple, tu cites Guénon, alors t'es guénonien, mais comme t'es pas vraiment guénonien, tu te sers de Guénon, ou alors tu cites Guénon et donc t'es pas chrétien, ou t'es anti-chrétien, ou tu sais, c'est le gnostique contre le catholicisme. Donc moi je dis non, moi je parle de ce que je veux, je prends parce que Guénon explique très bien la modernité, le modernisme, par opposition à la tradition. Il l'explique très bien, donc je ne vais pas me priver de sa compétence sur ce sujet. C'est pas pour ça que je suis d'accord avec tout, et même sans être d'accord, c'est pas pour ça que j'applique ses préconisations en matière, en matière de sciences traditionnelles ou de religion ou de théologie. Je veux dire, moi, ça m'a pas changé. Mais là encore, je combats le manichéisme, c'est-à-dire que on peut pas citer un auteur sans être à 100% avec lui, du coup ça serait incompatible avec un autre, enfin, faut arrêter avec ça, il faut vraiment que ce qu'ils appellent les dissidents, qui est plutôt même pas une résistance, mais quelques esprits éveillés, soient éveillés au point d'être vraiment au-dessus de la mêlée, quoi. Et pas à continuer un siècle après à opposer, par exemple, la République à la monarchie, parce que si les deux veulent la souveraineté, déjà, on va s'entendre, quoi. Ou alors les gnostiques aux chrétiens. En tout cas, ne mettez pas Louis XX, moi c'est tout ce que je demande. Voilà. Voilà, donc merci en tout cas à tout le monde, merci à vous tous sur le chat, et puis on se rejoint demain. Demain, je crois que oui, voilà, bon, on me dit super soirée et tout, bah super, merci Alors c'est beaucoup. qui demain? Et demain, ça va parler, comment dire, chemtrails. Ah d'accord. Voilà, donc chemtrails, le ciel nous tombe sur la tête. Voilà. Tu vois, on reste dans le complotisme. Ah, on change pas les équipes qui perdent. Normalement, tu sais. c'est la seule chose qu'on doit craindre si on était des vrais Gaulois. C'est ça. Si on était des vrais Gaulois, on devrait craindre ça. Mais on les latinisait, alors voilà. Voilà, donc du coup, non, on trouve ça très bien, Voilà. c'est la technologie. Bah merci. Bien, on se rejoint demain parce que vous savez très bien que si vous écoutez ce message ce soir, c'est que vous êtes la résistance. Merci. Ciao, à demain.